autoconsommation électrique, réseau privé et microgrid vers une décentralisation du système électrique. Alors, nous avons invité, pour vous parler de ce sujet, Luc Payen d'Enea Consulting. Enea Consulting est une société de conseil qui travaille sur les aspects de la transition énergétique et qui donne des visions stratégiques et prospectives sur un certain nombre de thèmes et qui travaille pour des grandes sociétés. Luc vous en parlera davantage. Et Luc est responsable chez Enea Consulting de beaucoup de choses. J'ai vu que tu es à la fois responsable de l'oil and gas, de la transition énergétique, des aspects prospectifs et de beaucoup d'autres choses encore. Luc, écoute, je te laisse la parole. Voilà. Merci beaucoup Romain pour cette introduction. Alors du coup tu as déjà introduit rapidement Enea. Donc on est une société de conseil qui est dans une cinquantaine de personnes, avec trois bureaux, à Paris, à Melbourne et à Hong Kong, et on travaille sur l'ensemble des filières de la transition énergétique pour accompagner nos clients à comprendre les nouveaux territoires de valeur et à se positionner dessus. Ce sera tout pour la partie sur Enea, et on va passer à ce qui vous intéresse tous, ce qui nous intéresse tous, donc la partie sur l'autoconsommation et les microgrids. En introduction, une précision sur le fait que cette présentation repose surtout sur deux travaux qu'on a menés en 2016 et 2017. La première, c'est une étude qui s'appelle Urban Microgrids Overview, Challenges and Opportunities, qu'on a menée avec les partenaires que vous voyez là, que je remercie, donc Enedis, la Fondation TUC, Omexum, bon, je sais que des personnes sont présentes dans la salle, le groupe ADP, Total et la Caisse des dépôts. Pour information, les résultats de l'étude, enfin une partie des résultats de l'étude, sont publics, et donc du coup vous pourrez les retrouver avec encore davantage d'analyses que ce que je pourrais partager aujourd'hui. On a également fait une étude plus récemment encore, puisqu'elle a été publiée en novembre, pour le WBCSD sur les microgrids également, pour les clients plutôt commerciaux et industriels. Voilà, comme ça vous avez les liens pour retélécharger ces études si vous le voulez. Ce que je vous propose, alors, je vais parler en français, mais toutes mes slides vont être en anglais. J'espère que ça ne posera pas de problème, n'hésitez pas s'il y a besoin de traduire des termes. Ce que je vous propose, c'est donc du coup d'articuler la présentation en 4 parties, reprendre un petit peu les tendances actuelles qu'on peut observer sur la décentralisation de l'énergie, analyser quelques projets pour un peu comprendre comment ça se passe et qui se positionne dessus. Après une partie quand même qui est assez trapue sur des modélisations qu'on a pu mener sur 3 exemples de cas de microgrid ou smart grid, et enfin des conclusions et puis des questions si vous en avez. J'imagine que vous en aurez beaucoup. Donc on va commencer par les tendances sur la décentralisation de l'énergie. La première tendance, elle est importante et elle est massive, elle change quand même beaucoup le monde de l'énergie aujourd'hui, c'est la diminution du coût des projets d'énergie renouvelable. Et là, j'ai voulu illustrer le coût de ces projets sur des tailles qui sont utility scale, donc de l'ordre de plusieurs mégawatts. On voit une diminution continue de l'ensemble des filières. Donc on a en jaune le solaire photovoltaïque, en vert, je vais prendre ça, en vert l'éolien onshore et en bleu l'éolien offshore. Ce qui est surtout important et ce qui nous intéresse aujourd'hui principalement, c'est la baisse qu'on voit ici du solaire photovoltaïque, avec aujourd'hui des projets qui sortent vers la vingtaine, même un très récemment qui est sorti au Mexique à 17 $ du mégawattheure. Ce qui change significativement les choses, puisqu'il y a quelques années encore, la production intermittente était plus chère que la production conventionnelle. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Alors là, on est sur des grosses centrales, donc de l'ordre du mégawatt à plusieurs dizaines de mégawatts, voire centaines. Mais c'est aussi une tendance qu'on voit et qu'on observe sur des plus petits projets. Là, en France, on a depuis 2 ans des appels d'offres autoconsommation pour des centrales de 100 à 500 kW, installées plutôt sur des sites industriels ou commerciaux. Et pour le premier appel d'offres, les développeurs de projets ont demandé une surprime, enfin une prime pour subventionner ces projets de l'ordre de 40 € par mégawattheure. C'est-à-dire que, globalement, pour simplifier les choses, c'est pas tout à fait exactement ça, mais la production locale coûtait 40 € plus cher que la production venant du réseau, en intégrant là
les électrons et le coût, réseau, donc quand on paye Enedis et RTE, avec les taxes également. Et il y a eu 3 appels d'offres maintenant, on a vu une diminution importante du coût de cette prime en fait, demandée par les développeurs de projets, qui est passée de 40 € par mégawattheure pour le premier appel d'offres à une vingtaine d'euros pour le deuxième, et pour le dernier, dont les résultats ont été annoncés et publiés en décembre, à peine 8 € par mégawattheure. A priori, pour les projets à venir, il y aura, si la régulation se maintient, c'est-à-dire une exemption de toute la CSPE et des tarifs réseau qui sont identiques, même plus besoin de subventionner ces projets. Ça, c'est un point. L'autre point, pour des projets encore plus petits, alors là, je n'ai pas pu prendre la France, puisque la France est moins développée, mais je voulais donner l'exemple de l'Australie, où, par exemple, quand on regarde les États du Queensland et d'Australie méridionale, il y a 30% des particuliers qui, aujourd'hui, ont des panneaux solaires installés sur leur toit. Et ça, c'est quand même quelque chose qui change singulièrement la donne en matière en l'occurrence de réseau et de gestion de ces réseaux, et d'équilibrage de centralisation versus décentralisation. C'est une tendance qu'on a en Australie. Pour être arrivé à 30%, ça n'a pas commencé hier, et a priori qu'on devrait voir se généraliser dans de nombreuses géographies. Ça, c'est le côté de la production. Donc une diminution très importante des coûts et une augmentation des projets. On a la même tendance qui s'observe sur les coûts du stockage. Alors pour travailler depuis quasiment 2011 sur le stockage d'énergie, on est tous les ans étonné des niveaux de prix qui sont ceux proposés finalement par les fournisseurs et qui sont constatés sur les projets, avec une diminution, une division par 2 quasiment des coûts entre 2013 et 2016. Et pour vous donner un exemple, les études de 2015 anticipaient un coût de la batterie de 200 € en 2025. C'est quelque chose qu'on devrait atteindre avant 2020. Donc il y a vraiment une diminution importante des coûts de batterie qui sont souvent sous-estimés en termes de diminution de coûts, et qui changent régulièrement la donne quand on veut équilibrer au niveau local une production intermittente. Enfin, et ça je pense que c'est une évolution qui est aussi non négligeable, on y reviendra, à côté de cette évolution des coûts, on a une évolution de la réglementation. Là j'ai pris 2 exemples français, alors j'imagine que bon nombre d'entre vous les connaissent, mais sur ces 14 derniers mois, on a eu 2 nouvelles dispositions réglementaires qui permettent et renforcent les opportunités de projets décentralisés. Le premier, c'était en février 2017, la publication des décrets sur l'autoconsommation collective et individuelle, qui permet aujourd'hui, notamment pour la collective, de partager l'énergie produite sur un site avec les autres utilisateurs qui sont situés en aval du poste de transformation Enedis, donc sous le même poste de transformation, à un coût réduit. Ça, c'est éminemment intéressant. Et enfin, le deuxième élément, qui était une transposition dans la réglementation française d'une directive européenne qui datait depuis quelques années, une directive sur les réseaux de distribution fermés, les Closed Distribution Networks, qui permet et qui officialise un petit peu la manière dont doivent être gérés des réseaux de distribution gérés par des acteurs qui ne sont pas, en l'occurrence, et pour citer le plus gros d'entre eux, Enedis. Ça veut dire que maintenant, c'est réservé à des clients qui ne sont pas des particuliers, mais maintenant, pour des zones industrielles, on va pouvoir avoir des réseaux gérés par d'autres sociétés qu'Enedis, sur du droit privé. Ça, clairement, ça ouvre des opportunités pour, sur ces zones-là, par exemple, sur des réseaux privés, avoir à la fois consommation et production et un certain niveau d'équilibrage au niveau local. Toutes ces évolutions, en fait, donc diminution de coûts, aussi bien sur le stockage, sur la production, et des évolutions réglementaires, a un peu créé un foisonnement de concepts et de projets d'énergie décentralisée. Alors on a essayé, nous, ici, pour y voir plus clair, de les classer et de un peu les ordonner. Donc ce que vous voyez ici, c'est ici c'est les différents concepts qu'on voit, les différents types de projets qu'on a classés, on va y revenir,
Et sur l'axe vertical, c'est ce que ces projets et concepts font réellement et de quoi ils sont composés. Donc le plus simple d'entre eux qu'on a mis ici, c'est ce qu'on appelait Embedded Networks. Là, c'est vraiment le réseau privé dont on vient de parler, limité à son plus simple élément, c'est-à-dire un réseau avec des charges, donc des consommations. Il peut être géré par le gestionnaire de réseau, bien sûr, Enedis, ou par un réseau, ou par un gestionnaire privé. C'est notamment ce qu'on voit pas mal, en l'occurrence en Australie. Après, on a une ribambelle de concepts. Les virtual power plants, où là, on va assembler de la production, essentiellement, qui va travailler, de la production qui va être mise sur le marché, donc sur le marché de l'énergie, et qui peut également associer à cette production du stockage, des charges flexibles et apporter des services systèmes au réseau. Ça peut bien sûr également être à l'intérieur de limites électriques d'un réseau, ça peut ne pas. On va aussi avoir des initiatives qui essayent de mettre en commun des consommateurs, et notamment des consommateurs producteurs, donc ça va être prosumers, qui peuvent avoir un niveau de flexibilité. Donc on va associer ici une production, une consommation forcément, puisque c'est des consommateurs. Ils vont mettre cette consommation, cette production sur les marchés pour gérer la fourniture et l'approvisionnement avec une certaine dose de flexibilité. Cette flexibilité étant souvent gérée par ce qu'on appelle un EMS, Energy Management System. Sur ce prosumer clustering, on peut ajouter, et on le voit beaucoup notamment en Allemagne, une notion géographique qui peut être pour des raisons idéologiques ou économiques, donc de mettre en commun la production et la consommation d'un nombre de consommateurs qui sont proches les uns des autres. Donc on rajoute ici la possibilité d'avoir des limites électriques, ou en tout cas géographiques, à ce projet. Et après on arrive aux deux notions qui sont un peu les plus avancées là-dedans, qui vont être le Smart Embedded Network, qui vont en fait faire un peu la liaison entre un réseau privé, enfin un réseau isolé, pas forcément ilotable, mais un réseau isolé, avec de la consommation, de la production, du stockage, et qui va essayer d'optimiser l'ensemble de ces composants sur les marchés, donc des marchés de l'énergie, mais aussi des services systèmes, et potentiellement apporter des services à un gestionnaire de réseau de distribution, par exemple dans le dimensionnement du réseau. Et enfin, on arrive à la phase ultime, qui est la phase de microgrid, où là, ce qu'on rajoute en plus par rapport au niveau précédent, c'est l'îlotage. Donc ça veut dire des réseaux qui peuvent être dans nos géographies. On peut penser par exemple à NISGrid, mais il y a un grand nombre de réseaux qui existent comme ça aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie, qui associent production, consommation et stockage, et qui sont capables en fait de siloter et de fonctionner indépendamment du réseau. Si le réseau principal tombe, parce que c'est souvent créé pour pallier à des instabilités du réseau ou juste une assurance de sécurité d'approvisionnement, si le réseau principal tombe, eh bien le réseau local peut prendre le relais de manière ilotée pendant une durée qui dépend du dimensionnement qui dépend bien entendu du dimensionnement du réseau. Voilà l'ensemble des concepts qu'on voit. On va aujourd'hui essentiellement parler ensemble des deux derniers, qui sont un petit peu ceux qui vont le plus loin dans la décentralisation de l'énergie et qui mettent en commun consommation, production dans des réseaux limités géographiquement et électriquement pour optimiser l'approvisionnement d'un site. Alors, si on en parle, c'est que des projets existent et se multiplient. Alors, j'ai quelques exemples. Le premier, c'est un projet monté par ABB en Afrique du Sud, qui a été fini l'an dernier, en 2016. Là, c'est un peu spécial parce que c'est conçu et développé par ABB, qui a vraiment tout fait en interne. Et l'objectif d'ABB là-dedans, c'était de pallier à un approvisionnement qui était peu fiable. Et du coup, dans l'existant que vous voyez en bas à gauche, il y avait 4 groupes électrogènes qui étaient utilisés régulièrement pour pallier au déficit, pour pallier l'instabilité du réseau.
Et ce qu'a apporté, ce qu'a mis ABB en plus sur ce site industriel, vous voyez la photo en haut à droite, c'est 750 kW de production solaire photovoltaïque sur toiture et un stockage d'1 MW et 300 kWh. Sachant que la plupart des coupures du réseau étaient quand même assez limitées. Et ça, aujourd'hui, ça a clairement un intérêt économique pour ABB de permettre de diminuer de 30% leur coût d'approvisionnement électrique. Voilà. Alors, on est sur, bien entendu, là, un cas un petit peu spécifique. On n'aurait pas forcément dans nos géographies d'un réseau peu fiable, mais on voit dans ces cas-là des gains importants. On a aussi des réseaux qui se développent, des micro-réseaux, micro-grids, qui se développent dans des géographies plus semblables aux nôtres. Et là, on a l'exemple du microgrid qui a été lancé en avril 2017 par Schneider dans leur campus de Boston, donc là vraiment en plein centre-ville, en plein centre urbain, avec une contractualisation qui a été un peu innovante parce qu'il y a eu un PPA, donc un Power Purchase Agreement, signé avec Duke Energy. Et là on est sur un réseau qui était tout ce qui allait être plus fiable, mais pour optimiser l'approvisionnement de ce site industriel, enfin non, ce site de Schneider, qui est un acteur industriel, mais c'était un site de bureau, il y avait auparavant juste le réseau, et Schneider a décidé, donc en accord avec Duke Energy, qui essayait d'apporter une solution qui optimisait les coûts d'approvisionnement du site, un parc solaire de 500 kW, enfin 448 exactement, une batterie, et également un générateur au gaz naturel en backup. Ce système, qu'on pourrait imaginer là en tout cas plus coûteux, permet a priori des gains de 5% de la facture. Donc on est encore sur des solutions assez avancées d'autoconsommation même de microgrid, qui permettent une optimisation des coûts, avec bien sûr une optimisation de la sécurité énergétique et du renouvelable, puisque il y a une production solaire sur site. Enfin, on a un autre exemple également au Costa Rica, là également un peu plus semblable à celui des Bibi, sur un site industriel pharmaceutique, avec là également une contractualisation, une sous-traitance de la réalisation pour optimiser le coût d'approvisionnement du site. Là, ce sont des exemples à l'étranger, principalement, vous remarquerez, sur des sites industriels. Mais il n'y a pas que ça, et là je vais parler brièvement, mais d'un cas qu'on a en France, et je reprends des éléments d'Omexom, donc Arnaud Banner de Vinci Énergie, enfin d'Omexom, est ici dans la salle, donc je vais présenter rapidement s'il y a des questions sur ce cas, je pense que c'est Arnaud qui pourra y répondre dans la partie de questions-réponses. Et là c'est l'un des premiers projets de consommation collective en France, qui se monte dans le Cher, dans la commune de Marmagne, avec une production photovoltaïque de 220 kW qui est répartie sur 9 bâtiments, un stockage d'énergie, deux stations de recharge de véhicules électriques, il y a un coût que vous voyez. L'idée autour de ce projet est, en plus d'aller... donc c'est l'autoconsommation collective, ce que je disais tout à l'heure, on va avoir une production en aval d'un poste de transformation, production renouvelable, qui va être distribuée et partagée avec des consommateurs en bénéficiant en fait d'un tarif réseau réduit. En l'occurrence, l'ensemble du périmètre de ce projet, donc il y a 2 bornes de recharge rapide, j'en ai parlé, 9 bâtiments communaux qui sont producteurs de photovoltaïque, et 61 habitations et commerces qui vont bénéficier de cette production, et donc du coup consommer les électrons produits par les 9 bâtiments, par les centrales situées sur les toitures des 9 bâtiments communaux, et donc aussi 78 points lumineux de l'éclairage public. Ce projet, alors, on en reparlera, a été vraiment conçu dans une optique portée par la mairie avec Vinci Énergie et le syndicat d'électrification du Cher, dans une optique citoyenne. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en France, qu'on voit émerger en France, qui est
très fréquent aussi en Allemagne. Donc voilà, on a une multiplication de projets décentralisés, d'autoconsommation, de sites qui investissent pour gagner en sécurité énergétique avec une fonctionnalité d'îlotage, tout en diminuant leurs coûts grâce à une production locale. On va essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne et quelle est la valeur, quels sont les coûts associés, en analysant trois projets. Je passe ici. Donc on a fait des modélisations. Donc là c'était dans le cas, c'est ce que vous pourrez retrouver dans le livrable de notre étude qui s'appelle Urban Microgrids. Donc on a fait trois modélisations. Une modélisation d'un écoquartier, donc du coup on a essayé de voir dans quelle mesure un écoquartier pouvait améliorer la pénétration, enfin la production locale, la pénétration du renouvelable, tout en diminuant ses coûts. Un aéroport, pareil, et un site industriel. Le site industriel, on en parlera essentiellement si on a du temps. On va commencer les deux premiers. Pour modéliser ces cas, on a utilisé un logiciel qui s'appelle Homer, qui permet en fait simplement de donner une géographie, des coûts de projets photovoltaïques, des coûts de batterie, une courbe de consommation et qui optimise lui-même en faisant l'optimisation linéaire, le dimensionnement de la production solaire et des batteries, en donnant en fait le coût de cette solution. Ce qu'on utilise comme coût, on a trois indicateurs qu'on va réutiliser. On a travaillé sur trois indicateurs que vous reverrez dans le reste de la présentation, qui sont le net present cost. Donc du coup, pour un projet donné, donc des projets qui font 20 ou 25 ans, on prend pour chaque année les coûts moins les revenus. Il y a parfois des revenus de vente de services ou vente d'énergie sur les marchés, et qui sont actualisés, donc un coût d'actualisation. Le levelized cost of energy, qui va être ce coût, ce net present cost divisé par l'énergie consommée et qui est même actualisé, et le pourcentage de pénétration renouvelable, qui est donc 1 moins la production non renouvelable, en l'occurrence du réseau, divisé par la consommation électrique. Donc c'est vraiment considérer que le renouvelable est uniquement la production locale. Ce qui est le cas dans les deux premiers projets sur lesquels on utilise cet indicateur. Donc le premier projet, c'est un écoquartier, et pour ce projet d'écoquartier, on a repris des données du district de San Diego. Donc c'est un écoquartier, un nouvel écoquartier qui serait situé à San Diego. Pour un peu dimensionner le projet, donc on a construit un écoquartier à partir de courbes de consommation qu'on avait, et qui regroupe cet écoquartier 300 habitations et 30 commerces. On a modélé sur 25 ans, donc de 2020 à 2045, donc on était un peu prospectif. Et l'objectif, en fait, ça a été, de modéliser le système avec une pénétration renouvelable faible, et après de voir comment est-ce qu'on pouvait un peu pousser le système pour rajouter de la production locale, voire aller jusqu'à l'îlotage. Pour comprendre ce cas, il faut commencer par la situation aujourd'hui. Si un client résidentiel, pour n'importe quel client résidentiel qui se connecte sur le réseau de San Diego, il va payer, il va payer en moyenne $287 par mégawattheure si on prend l'ensemble de sa facture et qu'on la répartit sur sa consommation. Donc c'est assez élevé quand on compare par rapport à la France. Ça c'est le consommateur résidentiel. La petite entreprise, le commerce de proximité, va payer $230 par mégawattheure. Ça c'est quand ils achètent de l'énergie c'est quand ils se connectent au réseau en basse tension, et qui du coup payent au niveau de la basse tension. Le premier niveau d'optimisation, c'est en fait si on considère un réseau privé, un peu l'équivalent du Closed Distribution Network dont j'ai parlé tout à l'heure, dans la réglementation européenne, et dont j'ai dit qu'il ne pouvait pas fonctionner pour des particuliers. Donc là, on a un peu ouvert la porte réglementaire, on ne s'est pas fixé de barrière. Donc, je dis, imaginons un nouveau réseau, donc on a inclus des coûts de réseau, et si on se connecte directement
si on connecte directement à la moyenne tension, quels sont les coûts, donc du coup, qu'est-ce que ça permet? Et en fait, on voit qu'avec le prisme tarifaire de San Diego, il y a une optimisation qui est possible, même en rajoutant des coûts d'investissement pour un réseau, on peut avoir un coût d'approvisionnement pour les clients qui est de 200 $ par mégawattheure. Bon, ça c'est lié à en fait le détricotage d'une péréquation tarifaire. On va pas forcément revenir dessus, par contre ce qui est important c'est qu'en fait nous on va optimiser notre système par rapport à ce 199 $ par mégawattheure, donc du coup c'est notre référence. Donc on a un système où aujourd'hui il n'y a que des consommations qui se connectent en moyenne tension et qui achètent des électrons sur le marché, ce qui arrive à un total de 199 $ par mégawattheure. On a essayé de voir comment est-ce que ça s'optimisait, donc on a notre cas ici, notre cas de base, qui est le point rouge, qui est à 199 $ par mégawattheure. Voilà. Il n'y a pas de production solaire, il n'y a pas de stockage. Quand on augmente, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'augmenter la production renouvelable, et pour ça, on a limité, en fait, la puissance de connexion au réseau. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en limitant la puissance de connexion au réseau, on permet de diminuer le coût de son abonnement, diminuer également, dans le cas d'un nouveau projet, potentiellement, les investissements nécessaires à raccorder cette promotion immobilière, et l'optimum économique, qui est ici à 196 $ par mégawattheure, est atteint avec de la production sur toiture dans des maisons domestiques de 250 kW et du stockage réparti également en plusieurs points du réseau de 100 kWh. On a essayé de pousser ça encore un peu plus loin, et vous voyez le cas numéro 3 qui est là, où là on a diminué la puissance souscrite du réseau à 650 kW, qui permet d'avoir un optimum avec 1500 kW de production solaire et une batterie de 500 kWh. Et en fait, ce qu'on a à ce moment-là, c'est que l'ensemble des pointes, quasiment, sont... l'ensemble des pointes de l'écoquartier sont couvertes par la production renouvelable et les batteries, et en fait, le réseau n'est plus que là que pour faire quasiment une base. Sachant que la base du système, elle était à peu près à 600 kW, la base de consommation. Ce qu'on voit ici, en fait, très bien, c'est que dès qu'on essaye de limiter la puissance souscrite encore plus bas que la base de la consommation du site, en fait, les prix et le LCOE augmentent de manière très importante, parce que là, en fait, il faut être capable de stocker l'énergie, donc du coup d'avoir des batteries, sur plus d'une journée, en fait. Et ça devient très cher. Mais ce qui est intéressant de voir ici, donc on est dans le cas de San Diego, c'est qu'on peut, pour un écoquartier, optimiser à la fois les coûts réseau, les coûts d'investissement du réseau, puisqu'on va diminuer le raccordement pour un écoquartier, avec une production locale qui associe solaire et stockage. S'il n'y avait que du solaire, on ne pourrait pas atteindre cette optimisation, parce qu'en fait le solaire et son intermittence ne permettent pas d'être sûr d'écréter la consommation de pointe. Et de même, si on n'avait que du stockage, on n'aurait pas cette optimisation-là. C'est bien l'optimisation conjointe d'une production solaire avec un stockage de celle-ci, stockage qui est assez limité au regard de la production solaire, hein, mais un stockage de celle-ci qui permet de passer les pointes par une production d'une consommation locale. Alors, là, on n'en est pas encore à l'îlotage. Comme vous voyez, et je l'ai dit, si jamais on diminue la puissance souscrite au réseau en dessous de 600 kW, on va augmenter significativement les coûts. Et comme on a voulu avoir une vision globale, on a modélisé l'ensemble des cas qu'on souhaitait, hein, qui était essayer de voir comment est-ce qu'on optimise les coûts, comment est-ce qu'on optimise l'aspect renouvelable dans une enveloppe de coûts quand même limitée, et la sécurité énergétique, l'îlotage. Donc les cost savings, c'était le cas 2 dont on a parlé, 196 $ par mégawattheure. Sustainability, c'est le cas 3, donc on est au même prix que le cas de base, mais avec 50% quasiment de production locale renouvelable, avec 1500 kWh sur site. Par contre, si on veut, avec une production renouvelable, faire de l'îlotage, en fait, on a essayé de tourner le problème de différentes manières, mais dans ce cas-là, ce qu'il fallait, c'était c'était ajouter une batterie qui était capable. Ici, on a décidé que l'objectif était de garantir 12 heures
d'îlotage. En fait, il fallait rajouter une batterie de 9 MW. Donc, du coup, ça renchérit forcément le système. Donc, on arrive à un système qui fait 335 $ par mégawattheure. Donc, dans ces cas-là, on voit bien que, en l'occurrence, l'îlotage complet, la capacité à fonctionner hors réseau, est cher. Mais on peut avoir des solutions très intéressantes avec une pénétration renouvelable très importante en optimisant investissement réseau et coût de l'abonnement, production locale et stockage de celle-ci. Donc ça, c'était le premier cas qu'on a regardé. Sur les écoquartiers, on voit bien que la diminution des coûts, et encore, donc cette étude, on l'a faite il y a 1 an, on pourrait la refaire, on avait fait l'analyse de sensibilité, mais on pourrait la refaire, les coûts ont encore diminué, et je pense que ça serait, ça ne ferait que confirmer cette tendance. On peut avoir une optimisation dans des systèmes urbains ou périurbains du réseau par la production décentralisée. Le deuxième cas, c'est le cas de l'aéroport. Donc là, c'était un cas, ça nous permet de voir un site tertiaire. C'est le cas aéroport, parce que vous avez pu voir que l'un des financeurs de cette étude était Aéroport de Paris, qui était du coup intéressé de comprendre comment est-ce que, dans leur contexte à eux, ces réalités de décentralisation de l'énergie pouvaient s'appliquer. Donc là, on est sur un aéroport de petite taille, ou l'équivalent d'un terminal aéroportuaire un peu isolé, qui serait aussi de petite taille, donc pas un gros aéroport parisien, qui est complètement électrique, à la fois pour la chaleur et le froid, et dont on a essayé de voir dans quelle mesure, de la même manière, on pouvait essayer d'optimiser son approvisionnement énergétique avec la production locale. Alors pour que vous sachiez, il y a un petit détail aussi, c'est que quand on met des panneaux solaires, en l'occurrence on a mis des panneaux solaires sur du parking, donc qui était de la surface disponible. Quand on met des panneaux solaires à côté d'un aéroport, il faut leur mettre les recouvrir, excusez-moi, d'un revêtement anti-éblouissement pour les avions. Donc ça accroît un petit peu le coût de production du solaire. Voilà. S'il y avait d'autres, si on veut appliquer ça à d'autres cas tertiaires ou commerciaux, on n'aurait pas ce surcoût. On pourrait encore peut-être ajouter plus de solaire. Pour un peu présenter le cas aéroport, donc un aéroport 100% électrique. Surtout, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des véhicules électriques. On a des parkings avec des stations de recharge de véhicules électriques et des clients qui vont vouloir recharger leur véhicule électrique. Un parking sur lequel on peut mettre jusqu'à 5 MW de solaire. Des véhicules électriques qu'on a modélisés comme des batteries aussi du site, qui peuvent être considérés comme de la charge flexible. On a utilisé, pour que vous sachiez, les prix de marché d'approvisionnement d'énergie en 2015, et par contre, on a considéré qu'on se projetait sur 2025 avec aussi des projections qui étaient liées à Aéroport de Paris sur l'utilisation de véhicules électriques et donc, du coup la fréquentation de véhicules électriques dans un aéroport à cet horizon de temps. Le cas de base, donc qui est un peu le cas, une fois qu'on a pris l'ensemble des consommations, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un coût d'approvisionnement pour leurs 4,2 GWh consommés de 134 € par mégawattheure, qui correspond juste à la somme du prix spot, la prime du spot et des tarifs réseau. Qui ne correspondent pas forcément à ce qu'ils payent parce qu'ils ont des tarifs différents, mais voilà, qui nous permettaient d'avoir aussi de la même manière un niveau de référence qu'on va essayer d'optimiser. Comment est-ce qu'on a fait pour essayer d'optimiser un peu pareil que l'écoquartier finalement. On a essayé de rajouter du solaire. Ici, on est dans un contexte français. Donc, on a vu, le coût de l'énergie achetée au réseau était plus faible que dans le cas américain. On est 134 par rapport à 199, même si 199 est en dollars, mais ça donne un peu l'ordre de grandeur de différence. On n'a pas tout à fait le même ensoleillement qu'en Californie. Et donc, ce qui est optimal d'ajouter comme production renouvelable ici, sur le site, c'était 1 MW. Pourquoi 1 MW? En fait, parce qu'un MW, ça correspond au talon. Là, pour le coup, on n'est plus sur... au talon de consommation du site aéroportuaire. Et donc, du coup, on s'assurait que l'ensemble de la production locale était consommée sur place et pas vendue sur les marchés. C'était assez... on pouvait aller jusqu'à 2 MW, mais au-dessus, ça devenait peu intéressant. Donc là, on arrive à diminuer
légèrement, donc de passer de 134 à 132, c'est bien, mais on peut faire mieux. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? On l'a fait en 2 étapes, mais le principal, ce qu'il faut retenir, c'est en utilisant en fait les batteries et la flexibilité des batteries, et notamment des batteries des clients. Alors là-dessus, ce qu'il faut savoir par rapport à notre modèle, c'est qu'on n'a pas pris de coût d'usure potentielle sur les batteries des clients. Donc on peut considérer que c'est un petit peu ambitieux. C'était pour simplifier, parce qu'après il y a des questions de mais oui, mais qui va payer, comment c'est payé, etc. Néanmoins, les récents projets de type véhicule to grid qui sont menés, notamment je pense à certains projets du CEA, montrent que c'est pas forcément un problème, parce que en optimisant des véhicules qui sont branchés pour être rechargés pour des clients qui partiraient quelques jours, voire une semaine, en fait, on peut éviter d'avoir une batterie qui est tout le temps qui est chargée puis qui reste pleine tout le temps, et en fait optimiser son usure, la manière dont elle est chargée, et ne pas diminuer, diminuer le niveau d'usure même en la faisant cycler. Si on la fait cycler dans des bonnes bornes, donc à mi-charge par exemple. Voilà. Et en utilisant les voitures principalement des clients, même s'il y a un peu de voitures locales, on peut diminuer encore le coût d'approvisionnement énergétique de 132 à 123. Donc, on l'optimise en consommant, excusez-moi, le peu d'énergie ici qui est injecté au réseau, et aussi en consommant l'énergie du réseau à des moments où elle n'est pas chère, et en déstockant à d'autres moments. Enfin, il y avait encore une autre étape qui était une optimisation encore plus fine de la capacité du réseau, qui nous permettait d'arriver à 122 € par mégawattheure. Donc pareil, si on reprend l'ensemble des cas, on a en fait le cas le moins cher qu'on a identifié, c'est le cas dont je viens de parler, où on fait à la fois de la production de PV, 1 MW, et l'optimisation du site avec les véhicules des clients. On est à 122. On a par contre que 1 MW de production solaire qui est limité, donc on a essayé de pousser un peu et de mettre jusqu'à 5,6 MW solaire. Là on augmente significativement les coûts, c'est pas forcément pertinent, et on a même essayé de pousser encore en faisant abstraction de la contrainte géographique qu'on avait sur le parking, et en mettant 10 MW, là on augmente encore les coûts, pas forcément pertinent. Enfin, si on souhaite, avec une batterie, permettre un élotage du site aéroportuaire, on rajoute une batterie donc, qui est capable de tenir la consommation sur 1 heure ici, et ça augmente aussi les coûts. Donc on voit que sur ces 2 cas, écoquartier et site aéroportuaire, on a des optimisations qui sont quand même très intéressantes, qui sont possibles par l'utilisation conjointe de stockage et de PV. Donc là on a des réseaux qui peuvent être privés, décentralisés, optimisés localement. Par contre on n'a pas d'îlotage, parce que l'îlotage à partir de renouvelables et de solaire, aujourd'hui, dans les modélisations qu'on a faites, reste excessivement cher. Enfin, est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Le site industriel. Là, ce qu'on a voulu regarder sur le site industriel, c'était un site industriel agroalimentaire, avec une forte consommation de froid et de chaud. Et donc, essayer de voir dans quelle mesure on pouvait avoir la trigénération. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc on avait les courbes de charge, à la fois électrique, froid et chaud, et on a essayé de voir dans quelle mesure la production locale pouvait être pertinente pour approvisionner ce site. Donc là on n'a pas fonctionné en LCOE, ce graphe est un peu complexe à lire, on va essayer de le lire ensemble. On a fonctionné en net present cost, donc en coût total de l'approvisionnement énergétique du site sur 15 ou sur 20 ans. On va regarder d'abord ensemble les courbes en pointillés. Les courbes en pointillés, c'est le cas actuel, où on va avoir, donc il y a marqué ici base case, où on va avoir une consommation électrique pour la consommation électrique du site, et une consommation donc électrique et froid, et une consommation de gaz pour la chaleur. Et donc, on a forcément, donc là on a en jaune ici, le cas où le gaz est à 20 € par mégawattheure. On a une facture qui va augmenter à mesure que le coût moyen de l'électricité va augmenter.
Donc ça c'est pour 20 € par mégawattheure pour le gaz, et ici 45 € par mégawattheure pour les LEC, et ici 80 € par mégawattheure pour les LEC. En rouge, on a un peu le même cas, mais avec un mégawattheure gaz qui sera 30 € par mégawattheure. En bleu, en pointillé, le même cas, avec un mégawattheure gaz à 40 €. Donc ça c'est les cas de base. Et ce qu'on a essayé de voir, c'est du coup dans quelle mesure, quand les traits pleins, c'est les cas où on a rajouté de la production locale, ici, qui était uniquement la trigénération. Il y avait, sur certains cas, des possibilités d'avoir du solaire, mais en fait, très vite, et notamment ici, quand vous voyez les points d'inflexion, ici il est déjà arrivé le point d'inflexion, on arrive à des systèmes de trigénération qui couvrent l'ensemble des besoins électriques et thermiques. En fait, il est plus pertinent d'avoir à la fois trigénération et production électrique. Donc, je réfléchis, excusez-moi, ça on a déjà parlé. Oui, et donc ce qu'on voit, c'est que pour un mégawattheure gaz qui est cher, donc ici 40 € par mégawattheure, forcément si on ne repose que sur le gaz pour l'ensemble de son approvisionnement, ça va être potentiellement plus cher qu'un approvisionnement qui serait mi-gaz, mi-élec. Par contre, cette différence, elle peut s'inverser. Ici, quand on est sur un mégawattheure gaz qui est 30 € par mégawattheure, et un prix de l'élec qui est 70 € par mégawattheure, en moyenne, on a clairement des zones de rentabilité. Je reprécise, ici c'est le prix spot plus la part variable du tarif. Et donc clairement, en fonction là des prospectives que chaque entreprise industrielle pourrait avoir sur l'évolution à venir des prix de l'électricité, qui pourrait réaugmenter, on voit que pour un système industriel, ça va pouvoir devenir rentable d'avoir une trigénération. Alors là, aussi dans le cas où il y avait une trigénération, donc du coup une utilisation, je dirais, maximale en fait de la partie chaleur et froid du système de production électrique. On va avoir un système qui est plus intéressant que se reposer sur le réseau. Sachant que le réseau reste en backup, ce qui est permis par la structure actuelle des tarifs. La structure actuelle des tarifs étant surtout avec une faible part sur la part fixe de la demande. Donc qu'est-ce qu'on retient de ces trois modélisations? La première, c'est ce qu'on a appelé Smart Embedded Network, Embedded Smart Network ici. Donc le cas de production et de consommation locale optimisé au niveau local, mais sans capacité de pilotage, semble quand même plus intéressante et adaptée quand on va sur des projets avec une part importante de production intermittente, notamment du solaire photovoltaïque, dans des zones urbaines. On reste dans les zones urbaines. La production locale, clairement, elle est très rapidement moins chère que la production achetée. Et du coup, quand on consomme tout, voire quand on peut la stocker, dans certains cas, c'est intéressant. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que ces cas sont très sensibles à la structure des tarifs, j'en ai parlé. On a des cas, pour les opposer, les cas américains où il y a une part importante qui est sur la demande, enfin sur la puissance, alors qu'un cas français, on va être sur l'énergie. Donc ça, une grosse sensibilité. Une sensibilité également à l'origine de la pointe électrique dans un système. Quand on est aux États-Unis, quand on est en Australie, l'origine de la pointe électrique, il est plutôt sur la climatisation. Donc c'est bien, ça en été, le soleil produit, enfin le solaire photovoltaïque produit de manière très importante. Alors qu'en France, on va avoir un système là où, comme notre pic de consommation électrique est plutôt en hiver, pas tout à fait la même production. Enfin, dernier point sur ces réseaux, ces Smart Embedded Network, on a pu voir l'intérêt du véhicule to grid pour optimiser un réseau. Un réseau, ça pourrait être, comme on l'a vu, un aéroport, mais ça pourrait aussi être un écoquartier. On utilise l'ensemble du parc de véhicules électriques. Ça, c'est le cas 1, enfin, c'est la première partie sur la production intermittente. La deuxième, quand on fait reposer un microgrid là, sur de la production thermique, clairement, et même dans des cas français,
on peut avoir des intérêts, une rentabilité intéressante et importante avec des capacités d'îlotage. Donc là, on peut renforcer la sécurité d'approvisionnement avec une production locale. Quelques remarques pour conclure un petit peu cette perspective. On en a parlé un petit peu. Il y a un aspect réglementaire qui est non négligeable. On a vu, il y a des choses qui s'ouvrent en France, donc on a l'autoconsommation collective, les réseaux privés de distribution. Néanmoins, il y a encore des challenges réglementaires et de business model à dépasser pour pouvoir se multiplier, si besoin est, ces systèmes. Le premier, et le point le plus important, c'est est lié à la structure des tarifs. Aujourd'hui, on va voir de plus en plus de systèmes de production distribuée alliant production solaire et stockage notamment, dans des géographies où les tarifs réseau reposent principalement sur la puissance. Ce qui est a priori le plus souvent assez transparent en fait avec les vrais coûts portés par le réseau, qui sont des coûts de dimensionnement en puissance pic. Et donc les tarifs, les systèmes de tarification qui ajoutent un prisme tarifaire un petit peu trop opacifiant, essayant de lisser le coût d'investissement sur des consommations, freinent en fait l'apparition de ces systèmes-là. C'est le premier point. Le deuxième point, qui est quand même un point non négligeable, concerne les réglementations par rapport à l'unbundling, donc l'intégration des opérations à la fois de gestionnaire de réseau et de production et de fourniture, qui sont aujourd'hui dans les systèmes européens et plus largement dans pas mal de systèmes développés, imposent du coup une différenciation gestionnaire de réseau, fournisseur et quasiment producteur. Quand on se situe à un niveau d'un petit système, plusieurs centaines de kilowatts, 1 mégawatt, cette séparation peut rajouter des coûts de transaction qui, rendraient le système un petit peu non opérant. Donc ça aussi, c'est des choses dont il faut réfléchir. On ne dit pas, et je ne dis pas qu'il faut absolument revenir sur le bundling, mais il faut avoir conscience que ça peut limiter fortement, ça peut créer des coûts de transaction qui limitent ce type de projet. De la même manière, en fait, de la même manière que les statuts des parties prenantes, et notamment des opérateurs qui peuvent ou ne pas avoir besoin de licences, devraient éviter de créer trop de tracasseries administratives. Et enfin, il faut arriver à créer ces systèmes-là en gardant, autant que faire se peut, un libre choix de des consommateurs finaux de choisir leur fournisseur. Donc du coup, il y a, par rapport à cela, un peu un nébuleux réglementaire qui n'est pas encore complètement résolu. Néanmoins, si on arrive à avancer et à résoudre certains de ces points, on pourra se développer à la fois ce qu'on appelle les Smart Embedded Networks et les microgrids qui sont affectés de la même manière par la réglementation. Donc en conclusion, ce que nous on a vu dans l'ensemble de nos études, c'est que les Smart Embedded Networks, donc la production solaire locale optimisée avec du stockage et gérée au niveau local, présente des opportunités très importantes, opportunités d'optimisation des coûts pour la société, mais opportunités potentiellement business aussi pour certains acteurs. On peut avoir des microgrids intéressants, ce que je disais, plutôt en site urbain, plutôt avec la production thermique. Un microgrid, une capacité de voltage uniquement avec la production renouvelable, est ambitieux. Et surtout, c'est ce qu'on voyait, c'est que dans la plupart du temps, un système décentralisé permettait de diminuer les coûts du système, les coûts d'approvisionnement, en diminuant les coûts, en augmentant le caractère renouvelable du site, donc diminuant les émissions de CO2, et toujours en apportant un certain niveau de sécurité énergétique.
Néanmoins, et un peu c'est une limite, on en parlait juste quelques minutes, ces deux types de systèmes sont limités aujourd'hui par des aspects réglementaires qui doivent être dépassés pour voir se développer ces business models. Voilà pour ma présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour, Corinne Bruel. Comme vous l'avez souligné dans votre conclusion, donc, pour la France, la structure aujourd'hui du TURPE 5 ne prend pas en compte donc, les éléments de rémunération, de partage de la valeur pour les réseaux de la boucle locale de l'énergie, mais par contre, la négociation en cours dans le TURPE 6 va le prendre en compte. Et donc là, les boucles locales d'énergie dont on parle vont devoir contribuer à la rémunération quand même du réseau. Et là, est-ce que lorsqu'on modélise en fait ces réseaux, on arrive à une rentabilité ou à un retour sur investissement en prenant en compte la participation, donc à la rémunération par le TURPE 6 de la boucle locale de l'énergie? Alors, la première réponse, c'est qu'on n'a pas fait la modélisation. La deuxième, donc tout ce que je vais dire est forcément spéculatif par rapport à ce qu'on voit et aux sensibilités qu'on a faites. On a une certaine on a dans certains cas quand même des marges de valeur qui peuvent permettre une rémunération. Après, vraiment là pour le coup, après c'est au cas par cas. Mais quand on regarde quand même la diminution des coûts de production solaire et l'ensemble de ces prix, mon sentiment, il faut faire les modèles, c'est qu'on va quand même avoir des projets rentables et pertinents par rapport à ça. Bonsoir, Jacques Mieri. Moi je voulais revenir sur un point de vue qu'on n'a pas abordé ce soir, on s'est plutôt placé au niveau de chaque microgrid. Je voulais savoir ce qui se passait lorsqu'on commençait à avoir un développement incontrôlé, si je puis dire, de grappes de microgrid, et quel était l'impact que ça avait sur les réseaux de transmission et de distribution en ce qui concerne la gestion des équilibres globaux après, et si on avait une idée effectivement des investissements que ça pouvait représenter, en imaginant par exemple qu'on ait de plus en plus des systèmes urbains qui soient composés de microgrids non îlotés, mais où il y ait donc des compensations à faire, on va dire, d'un microgrid à l'autre qui soient gérées après par un opérateur. Alors je dirais que par rapport à ça, le risque le plus important que je vois, que certains mettraient en avant, c'est un risque plutôt de sous-optimisation, enfin sous-utilisation du réseau principal en fait. Si on commence à avoir des réseaux qui s'optimisent au niveau local, avec moins d'interaction avec le réseau principal, on peut se dire qu'on sous-utilise un asset qui existe. Après, on voit, c'est l'exemple que je donne en Australie. Alors, en Australie, on n'a pas des grappes de réseaux qui s'optimisent au niveau local, mais on a quand même 30% des consommateurs qui ont une production locale, et ça, il faut la gérer au niveau du réseau de distribution. Ça se gère, il faut investir dans la... Alors, quand on est sur de la production comme ça, finalement la production au niveau des consommateurs, qui n'est pas optimisée, hein. Quand on est juste sur la production des productions particulières, il n'y a pas d'optimisation, ça rajoute beaucoup de coûts. Quand on va être sur de l'optimisation locale, avec un signal tarifaire adéquat, lié au coût d'investissement en puissance du réseau, ça a tendance plutôt à optimiser. Et si on imaginait un nouveau système électrique, alors là, on passe un peu une étape, si on utilise un nouveau système électrique, on pourrait avoir des systèmes optimisés avec moins de systèmes centraux et des systèmes optimisés qui du coup gèrent, ce que vous disiez, la consommation et les équilibres plus au niveau local. Si on ajoute du stockage au niveau local, c'est pour avoir moins besoin du réseau. On se pose la question de quand tout le monde a besoin du réseau, là, à partir du moment où le signal tarifaire correspond au coût du réseau, chacun fait ses investissements de stockage en fonction de ses capacités et de l'intermittence locale, et éventuellement foisonne avec différents systèmes de production différents, mais on peut imaginer plutôt une optimisation du système. On peut optimiser une optimisation du système dans un nouveau système, dans un système existant. Là, on n'a pas fait d'études.
l'étude est plus complexe parce que si on devait imaginer, enfin réimaginer tout le réseau Enedis avec la manière dont il est maillé, ça nécessiterait une puissance de calcul assez importante. Mais ça rajoute des coûts du coup quand on est en brownfield. Oui, ça rajoute des coûts. Après, on a une consommation et une pointe qui augmente, et puis des consommations qui se déplacent. Donc il y a toujours des investissements réseau, de renfort du réseau qui sont prévus par Enedis. Je rappelle que l'article 199 de la loi de transition énergétique 2015 prévoyait l'opportunité pour éviter des renforcements réseau d'avoir un service de flexibilité locale avec Enedis. Il n'y a pas vraiment de projets qui sont montés comme ça, mais il y a un cadre réglementaire et des possibilités d'optimiser, de diminuer l'investissement. Voilà. Par contre, c'est sûr que ces systèmes diminuent les coûts quand on les place dans des coins du réseau où on a besoin d'un renfort d'investissement. Enfin, diminuer les coûts au niveau de la collectivité. Après, par rapport au système tarifaire, on peut quand même avoir des systèmes rentables, même si c'est pas forcément pour la collectivité, dans d'autres endroits. Merci. Oui, Rémi Carbonnier, merci pour votre présentation, très intéressante. Alors j'avais une question qui part de ce que vous avez dit à propos du taux d'équipement en Australie des maisons en PV, en PV solaire. Est-ce que c'est un taux extrême par rapport à d'autres géographies? Et du coup, est-ce que le modèle dont on cause ce soir est réservé finalement à un type d'urbanisation et est-ce qu'il peut être envisageable en milieu urbain dense, en grande agglomération? Alors par grande agglomération, qu'est-ce que... En milieu urbain dense. Ouais. Voilà. Mais à un milieu... Alors la question c'est, dans le milieu urbain dense, est-ce que vous imaginez... Habitat collectif, voilà, habitat collectif. Alors le premier, le cas Australie, à ma connaissance, oui, il est un peu extrême. 30% des particuliers qui ont du solaire sur toiture, oui, c'est un peu extrême. Il y a, je connais pas, on pourrait regarder peut-être dans certaines géographies en Californie, on a plus, mais j'ai pas connaissance d'endroits dans le monde où il y a plus. Après, c'est extrême. Il y a un habitat qui est aussi peu densément peuplé en Australie, mais toutes ces personnes-là, elles passent par un prisme tarifaire en fait. Elles ne payent pas l'énergie plus cher parce qu'elles sont très, très loin et dans une zone complètement isolée. Donc, elles ont quasiment toutes le même coût énergétique, et donc c'est pas parce qu'elles sont loin ou isolées qu'elles payent plus cher et du coup qu'il y aurait une prime à l'isolement. Par contre, c'est des maisons individuelles, donc du coup ça s'optimise plutôt sur des systèmes de maisons individuelles. C'est dans les sensibilités qu'on avait faites, mais qui ne sont pas dans le rapport public, mais on avait regardé par rapport à Nice, et donc du coup, un habitat collectif. Aujourd'hui, on avait modélisé par rapport à 2020, et la production sur un habitat collectif, était pas rentable. On était vraiment là aujourd'hui, c'est plus pour de l'habitat particulier. Enfin, l'optimisation, elle se fait sur l'habitat particulier en France. Enfin, on n'a pas les mêmes types d'optimisation. Oui, Jean-Pierre Ouette pour la revue de l'électricité. Je voudrais que vous approfondissiez un petit peu votre vision sur les rapports entre ces communautés locales d'énergie et le réseau. Parce que dans tous les exemples que vous avez pris, et dans votre raisonnement en général, vous considérez que le réseau est toujours là, il est toujours présent. Hein. On ne posait pas de questions, il est là. Bon, ça coûte un peu cher, mais il assure quand même le service, puisque vous n'envisagez jamais d'ailleurs l'îlotage complet. Et en fait, aujourd'hui, il faut reconnaître que tout ce qui est autoconsommation, etc., ce sont des passagers clandestins du réseau. Hein. On les voit qui sont dispensés jusqu'à un niveau assez élevé de la CSPE. Ils sont aussi dispensés des charges réseau. Bon. Donc ça facilite. Et d'ailleurs, vous avez dit vous-même, vous comparez le coût de la production locale avec le coût du kilowattheure acheté sur le réseau. C'est un peu facile, hein, parce que dans le coût du kilowattheure acheté, il y a quand même 2/3 de taxes et de réseau. Hein. Bon. Donc ça ne peut pas quand même durer aussi longtemps, si je puis dire, que les impôts.
Donc la question est comment vous imaginez que le service assurantiel du réseau, qui demeurera quand même essentiel, hein, ce service de backup ou d'assurance, comment est-ce qu'il doit être facturé? Vous avez dit tout à l'heure, ce qui n'est pas exact, que le réseau facturait surtout la puissance. Ça, c'est pas exact. Hein. C'est surtout aujourd'hui assis sur l'énergie. Hein. Bon, donc, comment est-ce que vous imaginez que ça... Et est-ce que c'est compatible avec le maintien de la péréquation? Voilà. Quelle est votre vision de ces rapports dans le futur? Ce qui est sûr, c'est que, et c'est pour ça que les réseaux privés de distribution dont j'ai parlé sont a priori sont interdits pour les particuliers, c'est que le concept même d'un réseau privé de distribution, c'est de détricoter la péréquation tarifaire. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on a ouvert la porte pour les industriels et les zones d'activité. Si je reprends vos différentes questions, comment est-ce qu'il faut faire payer comment est-ce qu'il faudrait faire payer le service assurantiel du réseau? Enedis faisait partie des financeurs et du comité de pilotage de l'étude, donc on pouvait échanger avec eux, en lui donnant un vrai coût, un coût à la connexion avec des coûts fixes. Aujourd'hui, on va avoir un problème politique en France, a priori, pour le faire passer sur les particuliers. Par contre, alors là, ça n'engage que moi, mais personnellement, je suis pas sûr de voir le problème de faire passer ce coût assurantiel et ce coût lié à la demande, enfin à la puissance souscrite, aux entreprises. Donc, et c'est ce qu'on voyait sur le cas américain qu'on a modélisé. On avait un coût de l'abonnement, donc un coût lié à la puissance souscrite qui était très très élevé, et qui permet d'optimiser. Et en fait, là, c'est en étant le plus transparent possible sur le coût assurantiel du réseau qu'on va pouvoir optimiser. Parce que c'est comme ça qu'en ayant le bon signal tarifaire, que les consommateurs ou les groupes de consommateurs vont arriver à dire ok, bon, le réseau ça me coûte tant, ça coûte moins cher qu'avoir un générateur diesel qui fonctionne pas tout le temps. On a vu l'exemple avec OVH, si vous suivez un peu les nouvelles début décembre. Donc je préfère avoir le réseau en backup. Par contre, je sais que le réseau me coûte très cher pour la pointe, que je ne fais que quelques heures. Ben, pour celle-là, eh bien, je vais diminuer ma pointe, et donc du coup, on va pouvoir diminuer l'investissement réseau. Donc pour moi, c'est par une transparence des signaux tarifaires. Donc comment est-ce qu'on fait passer le prix, la valeur assurantielle? Transparence des signaux tarifaires. Qui a priori, à mon avis, faisable pour les clients industriels. C'est un autre débat pour les particuliers. Enfin, je pense pas forcément faisable ni pertinent pour les particuliers. Du fait de questions de précarité énergétique, qui est un peu un autre sujet, mais qui est souvent lié à ça. Et est-ce que ces personnes-là peuvent être passagers clandestins? Alors, on vient de parler du coup des questions de passagers clandestins par rapport au coût de réseau. On met ça de côté. Par rapport aux taxes, et notamment les taxes de CSPE, alors c'est là où CSPE, il y a trois causes de coûts principaux. La péréquation tarifaire, enfin là avec les ZNI, les tarifs sociaux et le coût de promotion de l'énergie renouvelable, et donc du coup la participation à l'atteinte des objectifs nationaux de part des renouvelables. Pareil, là c'est moi un point de vue personnel, parce que c'est ça que vous demandez. Il est important et il faut que ces personnes-là participent au coût des tarifs sociaux et de la péréquation avec les ZNI. Après, quelqu'un qui installe X mégawatts, centaines de kilowatts ou mégawatts de solaire sur son toit, on peut aussi considérer qu'il participe aux objectifs nationaux de diminution des impacts des émissions de CO2. Et donc, cette partie-là, est-ce qu'il y a besoin de l'apporter? Potentiellement, si on veut aller encore plus vite dans l'atteinte de ces objectifs, ce ne serait pas complètement déconnant de ne pas les faire porter. Mais ça, voilà. Ça c'est une opinion personnelle. Je crois que c'était... Oui, juste Christiane Fouché. Je voulais savoir, il y a une baisse des PVC, mais quelle est la part de la baisse des batteries? Qu'est-ce que vous envisagez sur l'avenir sur les batteries? Alors, sur les batteries, j'en parlais au début, c'était plutôt une vision passée, mais on va revenir dessus. Donc on a une diminution assez forte des batteries. Honnêtement, aujourd'hui,
Sur les coûts de batterie, depuis le temps que je travaille dessus, on a toujours été dépassé en termes d'attente. Je disais, en 2015, il y avait des études très sérieuses, et les plus sérieuses qui soient, qui anticipaient un coût des batteries de $200 en 2025. Quand on voit les évolutions actuelles, quand on est sur des systèmes 2016, sur des batteries, pour des systèmes plutôt stationnaires, donc c'est moins cher encore pour la mobilité, on devrait l'atteindre avant. Donc pour moi, $200 par kilowattheure pourrait être atteignable avant 2020. Voilà, c'est un peu l'ordre de grandeur, 100 par kilowattheure éventuellement en 2030. On va par contre arriver à un moment où on va avoir un impact qu'il ne faut pas sous-estimer. Aujourd'hui, les diminutions de coûts sont liées à augmentation des volumes, courbe d'apprentissage, R&D. Donc ça, on a encore pas mal de marge. Par contre, on a un niveau très bas, on est vraiment, je pense, au plus bas qui soit, sur les coûts des matières premières, qui sont, alors on parle du lithium, mais en fait, il faut aussi penser lithium, nickel et cobalt, et l'augmentation des coûts de ces trois matières premières pourrait conduire à limiter la baisse. Mais on va baisser de manière significative, et je pense que ce qu'on verra et qui aura encore plus d'impact pour l'ensemble des business models dont on vient de parler dans les prochaines années, c'est l'arrivée des batteries de seconde vie, des véhicules électriques, qui seront là des batteries quasiment déjà amorties, dont on se rend compte qu'elles vieillissent pas si mal que ça, donc du coup qui seront très peu chères, qui oui ont pas une profondeur de décharge, et donc du coup pas une densité énergétique très importante, mais bon, pour une application stationnaire, c'est pas forcément le point le plus important, et donc du coup qui vont voir des applications batteries stationnaires se multiplier et devenir assez rentables. Oui, bonjour Alain Argenson. Bon, tout ça c'est très intéressant, mais je n'arrive pas à voir quel est l'intérêt pour la collectivité. Bon, moi je suis dans le solaire depuis très longtemps, donc je connais un peu ces problèmes, mais j'arrive pas à voir quel est l'intérêt de faire des microgrids pour la collectivité. Alors je comprends bien qu'on peut arriver à faire des projets où on est un tout petit peu en dessous du prix auquel EDF ou un autre fournisseur va vous fournir l'électricité, ce qui n'est pas absolument certain parce qu'on est quand même très limite, quoi. Et grâce à nos amis chinois, les panneaux ont beaucoup diminué, et bientôt les batteries également. Bon, donc j'arrive pas à comprendre cet engouement pour les microgrids. Et derrière microgrid, vous mettez capacité d'îlotage ou pas? Ou juste production locale, production et stockage local et optimisation locale? Oui, enfin... Parce que en fait, la réponse est différente pour les cas. Bon, alors, en ce qui concerne l'îlotage, c'est forcément... Enfin, forcément. Je ne suis pas sûr que vos études poussent assez loin pour savoir si l'îlotage a vraiment intérêt. Parce que faire de l'îlotage, ça suppose quand même d'avoir des capacités de stockage importantes. Et donc vous avez en particulier parlé du prix de l'abonnement, on en a parlé tout à l'heure. Forcément, si demain on a de l'îlotage, mais on voudra quand même avoir une sécurité, c'est le problème de l'assurance dont on parlait tout à l'heure. Et donc on risque effectivement quand même d'avoir un prix global qui soit pas négligeable. Parce que, voilà, si demain le producteur, il doit être... Alors, en plus, s'il faut absolument avoir des capacités de production qui sont un peu excédentaires et qu'on peut déclencher à la seconde, vous imaginez quel type de production on va avoir. Donc, voilà, enfin, c'est... Hein, aujourd'hui, les centrales hydroélectriques sont quand même en nombre limité pour tout ça, donc est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des fossiles? Enfin, c'est toute l'étude de RTE en particulier sur ces sujets-là. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à faire de l'îlotage? Économiquement, ça renchérit le prix, et dans les modélisations qu'on a faites, on avait, oui, des grosses batteries qui coûtent cher, et on payait l'abonnement en plus, un abonnement qui était uniquement sur une part énergie, on a déjà parlé, donc forcément on a, dans tous les cas qu'on a fait, des coûts qui sont plus chers que si on n'a pas de capacité d'îlotage, enfin, quand on est sur des systèmes batterie plus PV. Après, ce que cherchent les gens dans l'îlotage, et là on va le voir surtout en Australie ou aux États-Unis,
c'est vraiment cette notion de, à la fois d'indépendance du réseau, avec une certaine défiance du réseau, de sécurité énergétique. Enfin, bref, il y a tout, et de résilience en fait aussi. Si le réseau tombe, alors il y a eu un boom aussi des micro-réseaux aux États-Unis après les ouragans, c'était Sandy, je crois, qui avait touché le reste des États-Unis. Donc là, on s'est rendu compte que les micro-réseaux, notamment universitaires, l'université de Princeton, avaient encore du courant, alors que tout le réseau était tombé. Et donc là, on a commencé à faire des micro-réseaux avec de la production locale autour avec des systèmes assez grands, autour des centres de secours et des centres de pompiers, etc. Mais là, on est plus sur une volonté collective, communautaire, d'une certaine indépendance par rapport à un réseau centralisé. Si on revient sur des systèmes sans capacité d'îlotage, mais avec production et stockage local, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'intérêt pour la collectivité, il va se retrouver dans tous les cas de réinvestissement réseau, où on va se poser la question, est-ce que c'est pertinent de réinvestir dans le réseau? Donc quand on dit réinvestissement réseau, concrètement ça veut dire augmenter la puissance d'un transformateur, donc soit rajouter un transformateur dans un peu de transformation, soit changer sa puissance, et tirer une nouvelle ligne. Est-ce que c'est pertinent de réinvestir dans ces systèmes, ou plutôt justement d'avoir des systèmes de type Smart Grid, Smart Energy Network, décentralisés avec une production locale. Voilà. Dans certains cas, et alors c'est pas forcément dans les géographies françaises, et encore moins dans le nord de la France, qu'on va avoir les systèmes les plus rentables demain, mais on va avoir une multiplication de cas où en fait la solution réseau, par rapport à ces projets de réinvestissement, n'est pas la solution la moins chère. Et si on arrive à des solutions moins chères, et des solutions hors réseau, a priori on diminue le coût pour la collectivité. En Australie, pour l'ensemble dès qu'un projet de réinvestissement réseau est lancé, le gestionnaire de réseau de distribution est obligé de faire un appel d'offres pour des solutions non réseau, et donc du coup des solutions qui ont de flexibilité, d'effacement diffus ou de production décentralisée, qu'elle soit du stockage ou même des turbines à gaz. Et il y a des projets qui se développent de cette manière-là. Bonjour. Moi j'aurais une question plus sur en fait la part d'énergie justement qui serait un peu entre guillemets autoconsommée à l'échelle nationale. Est-ce que vous saurez à peu près, est-ce que vous avez des perspectives d'ici 2030 ou 2050 de la quantité d'énergie par rapport à la quantité d'énergie totale consommée de production locale, et est-ce qu'il pourrait y avoir une limite ou plus de contraintes? Non, sur la France, j'en ai pas. Et à l'échelle mondiale? Non plus. Okay. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, j'y vais. Merci. Nicolas, je me pose la question de la limitation pour l'autoconsommation à des mini-réseaux qui sont en aval d'un transformateur, donc vers la basse tension. Est-ce qu'il y a des raisons techniques qui justifient ce choix? Parce qu'on pourrait penser à ce qu'il y ait des collectivités territoriales qui puissent optimiser par rapport à un nombre de bâtiments qu'ils aient. Enfin, je me demande, est-ce qu'il y a des raisons techniques ou c'est un choix politique? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'Enedis dans la salle? Enedis met en avant des questions qui sont plutôt de l'ordre technique, avec des questions de certains équipements qui vont que dans un sens par rapport à l'autre. Et en fait, ça dépend. Le truc, c'est que ça dépend. Il y a pas mal d'équipements et de transformations qui peuvent aller dans les deux cas. Et nous, quand on travaille beaucoup avec des gestionnaires de réseau en Australie, ça peut moins fonctionner. Mais il y a d'autres technologies non. Et donc, du coup, voilà. Il y a certaines limites techniques, mais qui ne sont pas dans tous les cas. Non, mais en France, c'est plutôt c'est pas du tout une limite technique. C'est une limite plus réglementaire, entre guillemets, qu'a imposé Enedis, mais il n'y a aucune réelle limite technique. Enfin, techniquement, on sait faire des tas de choses. Hein. On sait faire, oui, mais j'ai entendu des limites techniques. Après, voilà. Ce que je dis, c'est qu'il y a plein de solutions qu'il faut dans l'autre cas. Et non, mais ce qu'on n'étudie pas du tout, à mon avis, c'est si vous voulez, ce qu'il faut probablement, plutôt que des microgrids, c'est développer la consommation, la production locale avec un stockage qui peut être
beaucoup plus, disons, à chaque poste 63 000, 20 000, on pourrait très bien avoir un stockage, si vous voulez, plutôt que d'essayer d'avoir des microgrids un peu partout. Et ça, c'est une autre conception, et qui demanderait effectivement, probablement, un changement de paradigme chez nos amis d'Enedis. Alors, surtout au niveau de la Commission européenne. Oui, nous, enfin, bon. Ouais, mais c'est... Enfin, nous, quand on travaille beaucoup avec les GRD, on regarde l'intérêt pour eux d'investir dans le stockage en tant qu'outil réseau, en fait. C'est le projet Ringo d'RTE, il y a pas mal de choses pour... plutôt qu'investir dans du stockage, dans des équipements pour réguler la tension, etc., avoir des batteries dans les postes de transformation. Aujourd'hui, donc, il y a une réglementation européenne qui... Alors, va en s'assouplissant, mais interdit en dehors des projets pilotes et des projets de recherche aux gestionnaires de réseau d'opérer et d'être propriétaires d'un site de stockage. Alors la commission dans le Winter Package l'an dernier dit qu'il y avait un rôle à jouer pour les GRD dans la question du stockage, mais c'était un rôle, c'était pas d'être propriétaire de ces systèmes-là. Donc il y a surtout un frein réglementaire. Nous, quand on travaille avec des GRD, alors pas forcément en France, mais dans pas mal d'autres GRD, il y a plutôt une volonté pour eux, ils le voient plutôt d'un bon oeil, d'avoir des assets de stockage dans leur base d'actifs régulés. Parce que sinon, quand on parle pour être tout à fait direct, quand on parle d'avoir des solutions non réseau et avec des microgrids, en fait, ça veut dire qu'à la place d'avoir un investissement qui rentrerait dans la base d'actifs régulée du GRD, on va avoir un investissement qui ne rentre pas dans la base d'actifs régulée du GRD. Et pour le GRD, à la fin, ça veut dire moins de revenus. Donc on a toujours des intérêts à plus d'investissement de côté des GRD. Oui, je voudrais revenir pour bien comprendre là, sur les quelques exemples que vous avez cités. Est-ce que dans ces cas-là, par exemple dans celui de l'aéroport, là, qui assure l'équilibre du réseau, la stabilisation de la fréquence, la qualité de service? Est-ce qu'il y a une entité locale qui est responsable de ce management, ou bien est-ce qu'on s'appuie encore sur le réseau avec un grand R? À partir du moment où on est connecté au réseau, c'est le réseau, et surtout par rapport à la puissance du réseau, du petit réseau par rapport au gros réseau, c'est le gros réseau qui dicte la fréquence et qui la gère. Après, il y a une optimisation il y a une prévision et une optimisation. Et de toute façon, après, on est sur un périmètre d'équilibre, donc du coup, il va falloir équilibrer ses achats et ses consommations sur le marché, qui est fait au niveau local. Il y a des contrôleurs au niveau local, donc voilà, il y a tout ça. Par contre, c'est la gestion de la fréquence est prise avec le réseau. Donc, quand on a modélisé avec des cas d'îlotage, là, on rajoutait les contrôleurs électroniques. Donc, c'est dans les petites lignes, mais quand on est en cas d'îlotage, on rajoute tous les contrôleurs qui permettent de gérer la fréquence et la tension du réseau quand il est isolé, parce qu'à ce moment-là, on ne récupère pas la consigne du réseau. Et ça rajoute des coûts supplémentaires à un cas de microgrid iloté qui fonctionne que sur l'électronique de puissance. Attends. Bonsoir, Jean-Baptiste Lebrun, je suis derrière le pilier. Merci pour votre exposé. J'avais deux questions sur du coup vos études de cas, sur les hypothèses un petit peu d'entrée, de base. La première, c'est sur la prospective sur les coûts d'électricité réseau de référence, notamment dans le cas français. Donc vous restez sur en gros 12 € du mégawattheure. Et là, c'est une prospective quand même moyen terme. Est-ce que c'est des coûts stables, ou est-ce que vous envisagez ou vous avez fait une sensibilité sur des coûts différents dans le temps? Et ma deuxième question, alors c'est presque une grappe de questions, c'est sur la prise en compte de la dynamique des courbes de charge. Alors, d'une part, sur la maîtrise de la demande, est-ce que y a un moment où ça devient intéressant et potentiellement on peut gagner encore plus en optimisation si on commence à contraindre un peu la forme des consommations, ou en tout cas essayer de le piloter. À l'inverse, l'hypothèse de recharge de véhicules électriques qui serait pilotée complètement par le réseau ou par l'usure des batteries, dans le cas où... moi j'ai plutôt l'impression que le développement du véhicule électrique aujourd'hui il se fait
avec le fantasme qu'on va pouvoir continuer, en tout cas, à rouler autant qu'on veut et de la manière qu'on veut, et pas forcément en intégrant des contraintes liées à l'approvisionnement réseau électrique. Et la troisième sous-question, c'est le fait que effectivement la notion d'assurance par rapport à une courbe de charge qui ne serait pas exactement celle qu'on imagine, notamment, je pense, voilà, peut-être c'est suffisamment clair, je m'arrête là. Oui, parce que là, il y en a beaucoup. Les coûts d'élec, alors sur ce cas-là, oui, on a pris des coûts stables sur 2015. De nombreuses études, mais l'ensemble des études montrent plutôt une tendance à la hausse des prix de marché. Quand on est au-delà de les 2-3 ans où ça va faire, il n'y aura pas l'incertitude, mais qu'on regarde un peu plus long terme, des gens qui font ça tout le temps, pas mal de gens ont plutôt des prix qui vont augmenter. On l'a pas fait parce qu'en fait on avait besoin de courbes de charge au pas horaire et que on les avait, c'était pas dans le périmètre de l'étude de les construire pour 2030. On avait d'autres, qui étaient un peu vieilles, donc on a pris ça, on a trouvé que c'était le plus simple. C'est qu'à la fois qu'on avait besoin, et en fait on a pris les mêmes courbes de charge, parce qu'on a besoin aussi d'une sorte de synchronisation entre la courbe de demande et la courbe de prix de l'énergie. Et forcément il y a un lien, les gens ont consommé plus quand il faisait très froid, et à ce moment-là les prix étaient plus élevés, et donc du coup il faut qu'on ait un lien entre les deux, et ne faire que la prospective sur les coûts de l'énergie sans différer la consommation, c'était pas possible, donc on a pris la même chose. Donc on a pris la même chose, pour des biais méthodologiques, a priori ça va augmenter. C'est le premier point. Le deuxième point, sur les questions de véhicules touristiques, j'ai pas compris la question. Ah, le micro. Voilà. Ma question, c'est que j'ai cru comprendre que dans l'exercice que vous avez fait, vous avez considéré que la capacité de stockage liée aux batteries de véhicules et donc à la recharge des véhicules était à disposition du réseau quand le réseau le souhaitait. Or, le développement actuel du véhicule électrique me semble plutôt être dans une logique, là, si on regarde plutôt le côté mobilité que le côté énergie, dans une logique en tout cas, il y a peu d'opérateurs de services de mobilité électrique qui vendent le fait que on ne pourra pas utiliser sa voiture quand on veut parce qu'elle sera en train de recharger le réseau. On est dans le cas très précis d'un aéroport sur un parking longue durée. Du coup, les gens sont partis pour plusieurs jours. La mission qu'on a, c'est de leur restituer leur véhicule plein. Et par contre, entre-temps, on peut faire ce qu'on veut. Voilà pour ça. Et l'autre, donc l'assurance par rapport à une augmentation de la consommation, une évolution de la courbe de charge. Il y avait dans les modélisations l'ajout un petit peu d'erreurs et de bruit. Il y avait l'ajout d'erreurs et de bruit. Par contre, si on est sur un site qui va augmenter significativement, genre de 10% par an sa consommation, on n'a pas fait le cas. Après, si c'est des pics qui vont augmenter, si on est sur le premier cas, on peut imaginer qu'on rajoute encore du solaire et du stockage et qu'on a une base qui reste la même. Oui, juste une question. Comment s'introduit l'idée de blockchain dans votre système? Justement, c'est ce que je voulais dire. La question de la mesure, du comptage, de la répartition des coûts, était pas dans ce qu'on a regardé. On a vraiment regardé on a des dispositifs de comptage et des dispositifs de contrôle, mais les coûts de transaction liés à ça et puis tout ce qu'on peut dire sur la blockchain n'étaient pas dans le périmètre. Donc par rapport à ces études, je n'ai pas grand chose à dire sur la blockchain. Non. Je sais pas, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet après qui est polémique avec des consommations énergétiques qu'il faut prendre en compte et qui sont parfois non négligeables par rapport à la consommation ici qu'on essaie de gérer. Et donc du coup, du fait de cette question, c'est
c'est une question assez importante, enfin, qui demande des modélisations sérieuses et on l'a pas faite, donc j'ai pas de conclusion à donner. Encore des questions? Oui, bonsoir. Peut-être avant la blockchain, mais au-delà du microgrid, moi je voudrais revenir sur la décentralisation de production et peut-être les solutions associées à l'autoconsommation collective. Donc à l'agrégation de consommateurs à un certain endroit, de batteries diffusées dans les habitations. Et je voulais savoir quel type de modèle on pouvait voir émerger, quel type de plateforme pour agréger ces productions, qui pour les gérer, et aussi quels services additionnels, je pense notamment à l'effacement, pourraient être associés à ce type de solution. Et si vous avez une vue sur ce thème. Merci. Alors, qui pour gérer les batteries décentralisées? Non, vraiment qui pour gérer les plateformes associées à l'agrégation de consommation, de production, de mise en relation entre les utilisateurs, ce genre de plateforme. Là-dessus, on est potentiellement en retard en France parce que c'est nouveau. En Allemagne, il y a plusieurs startups qui développent, alors j'ai plus les noms en tête. Il y a Zonen, oui, mais il y a vraiment, enfin là, on parle plus de startup. Enfin, c'est un peu plus gros qu'une startup qui fait, mais là, je parle vraiment de fournisseurs de solutions là, software, des plateformes informatiques assez light, et donc pas avec l'ensemble des activités de Zonen qui est un peu plus large, et qui propose au niveau local de créer des bourses d'échange locales. Donc il y a des gens qui font ça en Allemagne. Je pourrais retrouver les noms et essayer de les coller sur la présentation pour que vous l'ayez. Surtout en Hollande. Ouais, moi je connais qu'allemand, c'est pour ça. Mais, en Australie, surtout Pays-Bas. En Australie, oui, en Australie, on bosse avec eux. Il y a des startups qui existent sur des plateformes dédiées à ça. C'est a priori pas le plus compliqué. En Hollande, sur certains microgrids liés à des îles, c'est aussi le GRD qui l'offre parfois sous forme d'un service supplémentaire, qui est facturé en tant que service. Je connais pas suffisamment le cas hollandais et des îles hollandaises. Je m'en sais très bien. Bonsoir, Nicolas Notfailly. Une question sur la réglementation. La loi de transition énergétique semble, en tout cas sous l'effet d'annonce, annoncer une révolution et des changements et beaucoup de choses. Mais réglementairement parlant, qu'est-ce qui nous attend prochainement? Qu'est-ce qui va changer? Et la sous-question, c'est qu'est-ce qui pourrait changer aussi en termes de réglementation locale, par exemple pour faciliter l'implantation d'énergie renouvelable ou de stockage ou de transport d'énergie dans des régions plus reculées comme les DOM, les TOM, voilà, ce genre d'endroits. Alors, sur la loi de transition énergétique, je vous avoue que je ne suis pas... je ne la connais pas par cœur. Moi, ce que j'avais en tête, je veux dire franchement, c'est qu'ils avaient 2 ans pour passer, 2 ans pour passer les décrets d'application, et je crois que du coup c'est échu. Donc du coup, a priori, l'ensemble des décrets qui étaient liés à cette loi sont passés. Après, je ne suis pas juriste, donc du coup je ne pourrais pas le garantir, mais je sais pour avoir travaillé avec la DGEC sur certains des arrêtés, qu'à un moment il fallait sortir les décrets parce que c'était la fin de la période pour les passer. Donc je crois que le passage dans le droit de l'ensemble de cette loi est fini, mais là je ne pourrais pas le garantir sur l'ensemble de ces composantes. Donc après il y a plein de choses, donc il y a l'autoconsommation collective qui est passée, il y a l'article 199 avec les services de flexibilité pour le gestionnaire de réseau local, donc il y a pas mal de choses qui sont ouvertes. Après il faut que les syndicats d'électrification, les porteurs de projets, les communes, tout un tas de personnes s'en emparent et montent les projets, sachant que le premier projet ce sera toujours un petit peu les projets pilotes et puis après ça va se diffuser. Donc, donc ça prend du temps et si révolution il y a, il faut prendre le temps de le faire. Après, il y a quand même pas mal de changements, mais en tout cas, de ce que je vois, l'ensemble des cas devraient être passés, et après il faut qu'on voit les projets pilotes arriver. Donc, il y avait une deuxième question, mais j'ai pas eu le temps de la noter en fait. C'était... Oui, c'était pour savoir s'il y avait des aménagements sur réglementaires ou fiscales, je sais pas, sur l'aide à apporter pour des régions plus isolées comme les DOM, les TOM. Oui, après les années, il y a
quand même pas mal de choses qui se passent. Ils ont des appels d'offres dédiés qui associent stockage et solaire. Il y a même des projets parfois qui passent en gré à gré avec SEI quand ça diminue le coût, enfin quand ça peut diminuer les charges de CSPE. Donc ça avance plutôt pas mal. Ils ont tous des objectifs de passer, d'augmenter la part de renouvelables et de diminuer ainsi, on espère, le surcoût de la production locale. Il y a pas mal de mécanismes qui existent sur les ZNI c'est aujourd'hui le terrain d'expérimentation français de un peu tout ce qu'on a parlé en fait. La production locale, le stockage plus batterie, comment est-ce qu'on l'optimise, etc. Tous les Français qui développent des solutions les testent sur les ZNI parce que c'est là où il y a les conditions réglementaires pour le faire. Et conditions réglementaires et les incitations financières pour le faire. Bien, merci. Je vous propose qu'on arrête là les questions-réponses. Vous pourrez continuer à questionner notre intervenant autour d'un pot au premier étage, où vous êtes tous invités pour échanger. Encore un grand merci à Luc Payen pour son intervention.